L'heure est grave aujourd'hui parce que je vais devoir dire du mal de DC. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Dark Ark chez Aftershock Comics. C'est écrit par Cullen Bunn et décidé par Juan Do. Et ça raconte une histoire qui est parallèle à l'histoire de l'Arche de Noé. On suit un personnage qui s'appelle Shrey, qui est un sorcier, et en fait, Satan lui a demandé de faire la même chose, mais pour des monstres. Et en fait, il a construit une arche, et dedans, il a mis des vampires, des ghouls, des lamias, il y a un manticore, et il y a tous ces monstres en fait, qui vont devoir cohabiter dans un bateau, et ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer, ils ne peuvent pas s'entretuer, parce que sinon, ils vont tous mourir. En plus, ils sont nourris par donc, le sorcier, parce qu'il a des humains qui gardent prisonniers pour leur servir de nourriture. Et lui, il est avec sa famille, il a envie de protéger ses enfants et son fils, mais ses enfants ne croient pas trop à sa quête, se disent qu'est-ce qu'il veut faire vraiment notre père, on ne sait pas trop où ça va. Et il se passe quelque chose sur le bateau avec les monstres, et ça annonce des choses assez sympas pour la suite. C'est très très beau, moi j'ai adoré le dessin de John Doe, il y a des couleurs flashy assez incroyables sur les monstres. Et voilà, c'est un premier numéro, c'est très sympa et j'ai hâte de lire la suite. En cette semaine un petit peu pauvre en sortie, je me rabats sur un titre Star Wars avec Star Wars Annual 3 qui est scénarisé par Jason Latour, que vous connaissez peut-être pour la série Spider-Gwen en tant que scénariste, mais c'est aussi un dessinateur à côté, notamment sur Southern Bastards. Et ici, il est accompagné de Michael Walsh au dessin, qui est connu, lui, de son côté, pour faire de jolies couvertures chez Marvel. Là, il s'attaque aux intérieurs pour un résultat assez cool, un petit peu old school, qui rappelle d'ailleurs justement ce que fait Jason Latour du côté du dessin. Côté scénar, revenons un petit peu sur l'histoire, c'est la sempiternelle quête d'une nouvelle base pour les rebelles. On est du coup entre les épisodes 4 et 5 de la saga, mais ça marche assez bien puisque Jason Latour arrive un peu à distiller son style avec l'esprit de la franchise et notamment le phrasé de plusieurs personnages. Le duo Anne et Leia marche très bien et il s'agit d'une escouade de contrebandiers qui veut se venger d'Han Solo comme d'habitude, mais c'est fait avec beaucoup d'émotion, enfin une certaine forme de gravité qui fonctionne assez bien. J'ai trouvé même touchant par moments, en tout cas c'est une petite histoire one-shot qui plaira beaucoup, je pense, aux amoureux de Star Wars et puis qui, pour les autres, ne fera pas mal aux yeux puisque c'est très bien dessiné et très bien scénarisé. Voilà. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Aquaman 28, écrit par Dan Abnett et dessiné par Stepan Šević. Ils sont ensemble depuis le 25e numéro et en fait ça a démarré un nouvel arc dans lequel Arthur Curry a été trahi. En fait, il y a eu un coup d'état sur Atlantis. Ce sont des terroristes qui ont pris le pouvoir et en fait ce qui est vachement intéressant, c'est que Arthur Curry est connu pour être un roi qui voulait surtout mettre l'égalité entre les Atlantes et la surface. Et là en fait il se rend compte que comme il est présumé mort, il reste bloqué sur Atlantis qui a été isolé. Et du coup il se retrouve dans les bas-fonds d'Atlantis et il se rend un peu compte des conséquences de sa politique, des conséquences indirectes en fait, où il est avec les outcasts en fait d'Atlantis. En plus il y a des personnages qui ont un peu des malformations qui ressemblent vachement plus à des dauphins et tout. Et en fait du coup c'est super beau, c'est vachement cool à suivre. Et dans ce numéro là il y a notamment un personnage qui s'appelle Crush, qui est un genre de Jabba le Hutt d'Atlantis. Et du coup on suit la reprise de pouvoir en fait d'Aquaman et je trouve ça vachement intéressant parce qu'il y a plein de thèmes politiques notamment dans le numéro. C'est super beau parce qu'évidemment c'est Stepan Šević et il a un super dessin, enfin ses fonds sont super bien détaillés et tout, ses visages sont magnifiques. Et du coup c'est vrai qu'on a vraiment cette ambiance vachement Atlantis et tout, ça se passe qu'en profondeur principalement et tout. Et ce qui fait que ce numéro est super efficace, d'autant plus que comme en ce moment chez DC Comics il y a Metal et que c'est un peu le bordel avec le Dark Multiverse, là il a fait une histoire qui est vraiment isolée un peu du reste de l'univers DC. Du coup je vous conseille vraiment cette lecture, rien que pour les yeux et pour l'écriture, parce que c'est vraiment super complet comme récit et j'ai hâte de voir où ça va mener. Alors mon coup de gueule de la semaine, c'est Batman The Red Death 1, un des premiers one-shot Batman de l'event Dark Knight Metal. Donc il y a 7 versions twisted du Chevalier Noir qui arrivent depuis le Dark Multiverse, et donc les numéros nous proposent de découvrir les origines. C'est donc un tie-in, tout ce qu'il y a de plus dispensable. Ce qui m'énerve vraiment en fait, et c'est la raison pour laquelle c'est mon coup de gueule, parce qu'on pourra me dire oui mais pour un tie-in à Metal tu t'attendais à quoi? Bah justement,
Je trouve que mine de rien, derrière l'idée des Dark Knights, il y avait quelque chose à exploiter. Et là notamment, on nous présente un Batman qui pète un câble et qui veut s'approprier la Speed Force pour être plus rapide parce qu'il n'a pas réussi à sauver sa famille. Mais c'est juste mentionné au détour de 2 cases en fait. Et du coup, il n'y a aucune justification du pourquoi vraiment c'est la Speed Force qui va aller rechercher. Justement, dans la façon dont il a perdu ses camarades, il aurait pu avoir eu une emphase sur le fait que c'était vraiment par un manque de vitesse. Et ça transparaît absolument pas du coup. Mais on se retrouve avec surtout un numéro qui est bourré de scènes d'action qui vont genre mais vraiment dans un effet over the top, vraiment c'est plus c'est gros plus ça passe et vas-y que je t'attache flash sur une bagnole et que je fonce comme ça pour détruire dans la Speed Force et tout et après je te jette des chauves-souris qui te font vieillir, enfin bref c'est du gros du gros truc de bourrin et je pense que si vous aimez ce genre de lecture ultra brainless, ça vous fera plaisir. Le seul truc que j'aime bien vraiment dans ce numéro, c'est d'une part la couverture métallisée parce que métal, tu vois, ça rend quand même bien. C'est Jason Fabok qui l'a fait, donc c'est cool. Et à l'intérieur, on a les dessins de Carmine Di Giandomenico, qui était l'artiste régulier sur The Flash, qui a un style assez fouillis, mais aussi qui utilise beaucoup d'effets numériques. Mais ça rend vachement bien du coup parce que c'est ultra dynamique et ça rend vraiment honneur à l'ambiance qu'on attend d'un Flash avec des éclairs qui pètent dans tous les sens. Donc grosse déception. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que je pense qu'on va avoir droit à 6 fois la même chose pendant les prochains mois et ça me gaffe d'avance parce que c'est juste sortir du papier pour faire du dollar alors que ça pourrait être vraiment mieux.